Maegovan Tolkien Dili, Imlimbai Remathlin Fararda. Bienvenue dans un nouvel épisode de Tolkien en bref. Nous venons de finir l'histoire de Beren et Lúthien, mais quand il n'y en a plus, il y en a encore. Comme promis, voici un épisode spécial sur la toute première version du conte de Beren et Lúthien, qui s'appelait alors le conte de Tinúviel. Deux choses importantes avant de commencer. Afin de simplifier l'épisode, nous allons raconter en détail uniquement les parties qui changent complètement du récit du Silmarillion. En ce qui concerne les événements identiques, nous passerons vite dessus. Donc si vous n'êtes pas très familier avec l'histoire de Beren et Lúthien, mieux vaut d'abord avoir vu les épisodes à ce sujet. Deuxième chose. Techniquement, dans la première version, beaucoup de personnages ont d'autres noms. Thingol s'appelait Tinwelint, Tinúviel était le vrai nom de Lúthien, Daeron c'était Daeron, Melian s'appelait Gwendeling, Morgoth c'était Melko, et on parlait de gnomes au lieu de Noldor et d'elfes cachés au lieu d'elfes Sindar. Donc, histoire de ne pas vous embrouiller plus que nécessaire, nous emploierons les noms du Silmarillion et pas ceux utilisés dans la première version du conte. Ah oui, merci. C'est pas comme si je commençais à peine à retenir les noms. Vous êtes prêts à vivre une nouvelle aventure ? C'est parti ! Donc, Thingol avait deux enfants, Lúthien, la plus belle de toutes les elfes Sindar qui n'avait son égal en ce qui concerne la danse, et Daeron, un jeune elfe vigoureux et joyeux qui aimait surtout jouer de la flûte. Lúthien et Daeron aimaient s'éloigner du palais de leur père pour jouer de la flûte et danser dans les bois, de jour comme de nuit, pendant des heures durant. De son côté, Beren était un elfe Noldor. Beren, un elfe ? Waouh, c'est vrai que ça change déjà toute l'histoire, là. Beren était donc un elfe Noldor, fils d'Egnor le forestier. Il vivait et chassait dans le nord du Beleriand. Les Noldor n'étaient alors pas en bons termes avec les elfes Sindar, car les Noldor, pour beaucoup, avaient été réduits en esclavage par Morgoth ou vivaient sous son joug. Les Sindar se méfiaient donc d'eux, car ils les pensaient traîtres, cruels et infidèles. Mais les Noldor n'étaient pas en reste. Vivant dans des régions dominées par Morgoth, ceux du peuple de Beren avaient toujours entendu de sombres rumeurs sur les elfes Sindar, et ils ne leur faisaient donc pas confiance non plus. Nul ne sait comment Beren parvint à fuir le Dor Lomin et à parvenir jusque dans le pays de Thingol. Seul son courage et son amour pour l'errance sont mentionnés. Un soir de juin, Lúthien et Daeron jouaient et dansaient paisiblement dans une clairière qu'ils adoraient, quand Beren arriva à leur niveau et vit Lúthien danser dans le crépuscule. Il fut tant saisi par la beauté et la danse de Lúthien que bientôt il se tint à découvert pour mieux pouvoir l'observer. C'est là que Daeron, grâce à la lumière de la lune, aperçut le visage de Beren qui les observait. Il sut immédiatement que ce n'était pas un elfe Sindar, mais un Noldor. Il lâcha son instrument et cria à Lúthien de fuir avant de prendre ses jambes à son cou. Beren, triste de la réaction, se mit à la chercher. Il était décidé à ne pas repartir de ces bois sans avoir revu Lúthien. Il passa donc ses jours et ses nuits à sa recherche. Et une nuit, il fut finalement récompensé, car il l'aperçut qui dansait seul, sans Daeron, mais il se contenta de la regarder au loin. Ils revinrent tous deux régulièrement. Lúthien savait qu'il venait, et elle faisait semblant de ne pas le voir, car sa peur l'avait abandonné. Elle avait vu le visage de Beren sous la lune, et savait qu'il était bon et plein d'amour. Ils jouèrent ainsi longtemps au chat et à la souris, jusqu'au jour où Beren rassembla son courage et se révéla au grand jour, en demandant à Lúthien de lui apprendre à danser. Elle lui demanda qui il était et d'où il venait avant de l'inviter à la suivre s'il voulait apprendre à danser. Elle restait devant et dansait en l'appelant et en riant en le voyant souvent trébucher. Elle l'amena ainsi jusqu'au palais de son père. Beren se retrouva ainsi devant Thingol et Melian et en fut particulièrement décontenancé. Thingol se fit sévère à son encontre, mais Lúthien prit sa défense. Enhardi par cela, Beren osa alors demander la main de Lúthien. Thingol, voyant l'aspect brut et sauvage de Beren, rit et demanda en échange une bagatelle, un Silmaril de la couronne de Morgoth. Beren accepta le défi et partit seul du palais avec la ferme intention d'y revenir avec un Silmaril à la main. Emporté par sa colère, il marcha loin dans les forêts, mais arrivé aux abords des montagnes de fer, la peur commença à pénétrer son cœur. Et plus il approchait du domaine de Morgoth, plus il se sentait mal, car là-bas erraient des serpents, des loups et des groupes d'orques qui semaient la terreur dans toute la région. À plusieurs reprises, il parvint à échapper à la capture par des groupes d'orques. Il sortit également in extremis d'un combat avec un loup géant dans lequel sa seule arme avait été une massue de hêtre. La faim et la soif le harcelaient, mais à chaque fois qu'il songeait à renoncer,
il entendait en son cœur la voix de Lúthien, qui s'élevait contre son père en sa faveur. De plus, à la nuit tombée, il lui semblait entendre en son cœur Lúthien qui pleurait pour lui, et il se trouve que c'était vrai. Un jour, motivé par la faim, il fouilla un campement d'orques déserts pour voir s'il ne trouvait pas quelque chose à manger. Il faut sacrément être désespéré pour chercher de la nourriture chez les orques, hein. J'aurais vraiment pas confiance en ce que j'y trouverais. Mais des orques revinrent sans qu'ils ne les entendent, et Beren fut capturé et tourmenté. Mais il ne fut pas tué, car le capitaine des orques comprit qu'il avait une grande force, malgré son épuisement actuel, et que Morgoth serait sans doute ravi d'avoir un esclave aussi vigoureux pour ses mines ou ses forges. C'est ainsi que Beren fut amené devant Morgoth lui-même. Mais Beren parvint à rester brave car en son cœur, il se raccrocha à la croyance de son peuple qui pensait que le règne de Morgoth ne serait pas éternel et qu'un jour, les Valar prêteraient attention aux larmes des elfes et viendraient les libérer de son emprise pour les accueillir ensuite à nouveau en Valinor. Morgoth, le voyant, fut furieux, demandant comment un de ses esclaves avait pu ainsi s'éloigner dans les forêts de son propre chef. Beren rétorqua qu'il venait d'un clan au loin qui se mêlait souvent aux humains et qui n'était en rien un déserteur. Un déserteur ? Je suis perdu là. Oui, là une mise en contexte s'impose. Dans ce récit, Morgoth domine certaines régions et tous les humains ou elfes qui vivent à l'intérieur y sont prisonniers et sont volontairement ou pas au service de Morgoth. Donc Morgoth s'énerva de la présence de Beren, et quand il sut qu'en plus il venait d'un endroit où humains et elfes se mêlaient, il ragea encore plus, car il n'avait de cesse d'essayer de défaire les amitiés entre ces deux espèces. Il accusa Beren de traître dont le seul destin possible était d'être tourmenté par des balrogs. Beren, voyant que clairement ça sentait le roussi pour lui, intervint. Il parla donc en tentant de brosser Morgoth dans le sens du poil. Il appela Morgoth « Seigneur du monde » en lui disant que tout ceci n'était que mensonge, que justement il abhorrait la compagnie des hommes et que c'était pour cela qu'il s'était éloigné de chez lui, dans l'intention de se rapprocher des royaumes de Morgoth, car son père lui avait toujours conté la gloire et la puissance de ce dernier. Il ajouta que c'est en chassant qu'il s'était perdu dans les collines et que même si les orques ne l'avaient pas trouvé et capturé, c'est bien vers le domaine de Morgoth qu'il serait allé pour se réfugier. Il finit sa tirade en disant qu'il n'était point un renégat et qu'il venait au contraire offrir ses services, aussi humbles soient-ils, en précisant qu'il était particulièrement doué pour tout ce qui concernait la chasse et qu'il pourrait donc aisément garnir la table de Morgoth. Les Valar avaient sans doute inspiré ce discours, où Méliane lui avait jeté un sort d'éloquence par pitié, car ce monologue lui sauva la vie. Il n'est malheureusement pas expliqué comment les Valar peuvent ainsi agir sur les événements. C'est quelque chose que l'on retrouve dans ce conte et dans d'autres textes, mais qui n'est accompagné d'aucune précision. Morgoth était sensible à la flatterie, et bien souvent il se fit avoir par des gens comme Beren qui parvenaient à user de compliments pour sauver leur vie. Mais la carrure de Beren joua également en sa faveur, et il se dit qu'il pouvait en effet être utile aux cuisines. Et on n'y pense jamais, mais c'est vrai qu'il doit falloir un paquet d'esclaves pour faire vivre tout ce petit monde. Beren, sur ordre de Morgoth, fut donc assigné aux cuisines dans la demeure d'un fervent serviteur de Morgoth, Tevildo, prince des chats. Petite précision, les chats dans ce récit sont beaucoup plus grands que les chats domestiques, car ils peuvent porter sur leur dos un humain, histoire juste que vous visualisiez bien le truc. Tevildo était le plus puissant de tous les chats et leur suzerain. Il était possédé par un esprit maléfique et était toujours dans la suite de Morgoth. Entendez par là qu'il s'agit d'un esprit Maya au service de Morgoth, qui avait pris la forme d'un chat pour régner sur ce peuple au nom de Morgoth. Tevildo gouvernait d'autres seigneurs des chats dans sa demeure. Il était totalement noir et maléfique. Ses yeux, longs et étroits, luisaient de rouge et de vert. Il avait de grandes moustaches grises, aussi épaisses et acérées que des aiguilles. Tevildo et ses sujets avaient pour mission de chasser pour garnir de viande la table de Morgoth. Il est précisé que les elfes ont donc depuis toujours peu d'amour pour ces animaux, même s'ils deviennent ensuite insignifiants. Beren, terrifié, fut emmené dans le palais de Tevildo, non loin de celui de Morgoth. Là-bas régnait l'obscurité. L'air était empli de grognements et de ronronnements. Les salles étaient parsemées d'yeux qui luisaient, et lorsque Beren arriva devant Tevildo, celui-ci plissa ses yeux et ne l'apprécia guère, car sur lui, il sentait l'odeur des chiens. Tevildo fut informé des ordres de Morgoth, et ce dernier rit, disant que son maître devait être quelque peu distrait s'il s'était dit qu'un elfe pouvait aider et égaler des chats dans l'art de la chasse. Tevildo mit donc au défi Beren en lui proposant d'attraper 3 souris. Or, les souris qui étaient dans ce palais n'étaient pas de simples souris. Oui, je suppose que les chats n'en auraient fait qu'une seule bouchée.
Les souris qui restaient étaient plus proches des rats. Elles étaient grandes, féroces, sauvages, maléfiques, avec un petit quelque chose de magique. Tevildo les gardait pour son propre amusement et ne tolérait pas que quiconque les tue. 3 jours durant, Beren s'attela à cette tâche, mais ne disposant de rien, il ne put fabriquer de pièges et se perdit dans une chasse sans espoir. Tevildo le méprisa d'autant plus, et s'il garda sa vie sauve grâce aux ordres que Morgoth avait donnés, sa vie ne devint qu'une longue succession de tourments. Après avoir écopé de quelques égratignures, il devint le nettoyeur du palais. Il passait ainsi ses journées à laver les sols, les plats, les tables, trancher du bois et parfois même faisait-il la cuisine pour les seigneurs chats. Mais il ne mangeait que très peu et ne dormait quasiment pas non plus. Beren devint ainsi hagard et hirsute, au point de commencer à regretter d'avoir un jour quitté ses terres et croisé le chemin de Lúthien. Pendant ce temps, Lúthien pleurait le départ de Beren et avait cessé de danser, aux grandes dames de son frère Daeron. Elle chercha conseil auprès de sa mère qui l'informa donc du sort de Beren, grâce à ses dons de clairvoyance. Apprenant cela, Lúthien fut bien décidé à voler à son secours. Melian tenta de l'en dissuader, mais impossible. Et Lúthien lui demanda même de demander à Thingol d'envoyer des guerriers aux portes de Morgoth afin de demander la libération de Beren. Ah bah elle doute de rien. Thingol prit bien sûr mal la chose. Il chercha lui aussi à dissuader sa fille, mais ne parvenant pas à obtenir de réponse satisfaisante, il fit construire une maison dans le grand Hirilorn afin d'y emprisonner Lúthien, le temps qu'elle redevienne raisonnable. Mais une fois enfermée là-haut, Lúthien usa de sa magie et parvint à s'enfuir grâce notamment à une sombre robe qu'elle tissa à partir de ses propres cheveux et qu'elle ensorcela avec des sortilèges de sommeil. Lorsque la rumeur de son évasion arriva aux oreilles de son père, elle était déjà loin, et ils eurent beau remuer ciel et terre pour la retrouver, rien n'y fit. Daeron disparut également du Doriath et passa les montagnes pour jouer éternellement de sombres mélodies. Ah bah t'as mis les bouchées doubles là, j'espère que vous avez bien regardé tous les épisodes parce qu'on a loupé pas mal de détails là. Lúthien, pleine de peur, de doute, de remords, mais également de détermination et de courage, avança donc en direction du royaume de Morgoth. Mais grâce à sa magie et aux sortilèges qui entouraient sa robe, elle parvint à faire route sans être attaquée. Petite pause pour vous parler de la seule chose qui tracassait Tevildo, les chiens. Les toutous, les toutous, les toutous. Les chiens qui peuplaient le Beleriand avaient en gros subi 2 sorts. Certains étaient tombés sous le joug de Morgoth, devenant des créatures cruelles et sauvages dont Morgoth tira l'espèce des loups. Les loups étaient très appréciés par Morgoth, qui faisait d'ailleurs garder sa forteresse par Carcharoth, le grand loup gris, père des loups. Les autres chiens n'avaient souhaité ni courber l'échine devant Morgoth, ni vivre totalement dans sa crainte. Pour cela, ils erraient dans les régions où étaient les hommes et les elfes en meute, ou restaient auprès des humains, gardant ainsi leur demeure. Lorsque chats et chiens se rencontraient, cela donnait lieu à de terribles courses-poursuites, même si les chats mouraient rarement dans ces situations, étant particulièrement habiles pour grimper et se cacher, et étant protégés par la puissance de Morgoth. Certains chiens étaient tout de même redoutés par les chats, mais Tevildo n'en craignait aucun, hormis Huan, capitaine des chiens. En effet, un jour, Huan avait poursuivi Tevildo et avait réussi à goûter à la fourrure du roi des chats. Et même s'il avait payé d'une vilaine griffure, l'ego de Tevildo en avait pris un coup et il espérait pouvoir un jour se venger. Mais revenons-en à nos moutons. Tinouviel, dans son errance, croisa le chemin de Huan, capitaine des chiens. Si elle prit d'abord ses jambes à son cou, Huan la rattrapa et la rassura en lui parlant dans la langue des elfes qu'il connaissait bien. Elle lui parla de sa recherche désespérée de Beren, et Huan l'invita à lui faire confiance et à se reposer pendant qu'il réfléchissait à un plan. Lorsqu'elle s'éveilla, Huan lui indiqua son plan, même si la démarche restait plus que hasardeuse. Elle devait s'approcher furtivement des palais de Tevildo pour voir si Beren s'y trouvait, avant d'aller prévenir Tevildo que Huan reposait blessé non loin de là. Elle serait alors vue comme une alliée par le chat et ne serait donc pas attaquée. Ouais, l'occasion est trop belle, je comprends. Pouvoir aller faire mordre la poussière au chat, ça motive. Huan espérait ainsi pouvoir blesser, voire même tuer Tevildo. Mais il voulait également aider Beren, car il devina qu'il s'agissait de Beren, fils d'Egnor Borimion, qui était son ami depuis de nombreuses années. Il voulait également aider Lúthien, car il comprit qu'il s'agissait d'une princesse elfe, et sa douceur réchauffait son cœur. Lúthien donc s'approcha du palais, suivi de près, mais à son insu, par Huan, qui était impressionné par sa bravoure. Elle avança et arriva au niveau d'une corniche, dans des falaises, où le palais de Tevildo était construit. L'accès au palais était très difficile, car il n'y avait aucun chemin. La corniche était accessible depuis les bois par une succession de terrasses de plus en plus hautes, si bien que seul un des énormes chats de la suite de Tevildo pouvait sauter d'une terrasse à l'autre. Les palais de Tevildo n'avaient que peu de fenêtres, et la porte était située très haut, et la toiture était surtout faite d'espaces larges et plats, permettant aux chats de se prélasser au soleil.
C'est un arbre à chat géant, quoi. Luthien errait, totalement désespérée, sur la première terrasse, ne pouvant accéder à la suivante. Elle tomba alors nez à nez avec un gros chat qui semblait dormir au soleil. Mais quand elle s'approcha, il ouvra les yeux et la toisa, lui disant qu'elle était là où Tevildo et ses vassaux avaient pour habitude de prendre des bains de soleil. Ce chat, appelé Umuyan, était en réalité le portier de Tevildo, et lorsque Luthien se confondit en excuses en l'appelant Seigneur et en lui demandant de l'amener à Tevildo car elle avait des informations capitales à lui transmettre, il se sentait si flatté par ses manières qu'il se laissa caresser la tête avant d'accepter de l'aider. Il attrapa Luthien par l'épaule et la balança sur son dos, sautant ensuite sur la seconde terrasse. Luthien portait sa robe enchantée, et dès le premier saut, le chat sentit le sommeil l'envahir. Mais heureusement, Tevildo était justement sur la seconde terrasse, à se prélasser au soleil. Umuyan la conduisit jusqu'à Tevildo, qui dormait sur des pierres brûlantes, et lui chuchota à l'oreille pour l'informer de la présence de Luthien et de son intention de lui révéler des informations capitales. Au début, Tevildo la toisa avec mépris, agitant la queue de mécontentement, car ce n'était clairement pas le moment de l'importuner. En plus, elle sentait le chien. Mais Luthien ne se laissa pas faire et insista, précisant que si elle sentait le chien, c'était justement parce qu'elle venait de leur échapper, et que c'était de l'un d'eux dont elle voulait lui parler. Mais elle feignit de craindre de le faire à l'extérieur. Tevildo la toisa à nouveau, et finit par dire à son portier de l'amener à l'intérieur de son palais. Umuyan la mit à nouveau sur son dos, mais après quelques sauts, il trébucha et sentit le sommeil l'envahir, ce qui irrita Tevildo qui lui suggéra de quitter son service puisque l'âge l'avait rattrapé. Umuyan s'effondra endormi, et Tevildo se chargea lui-même du dernier saut pour emmener Luthien à l'intérieur avant de pousser un hurlement qui rameuta tous ses serviteurs. Il ordonna à ce qu'Umuyan soit ligoté et jeté de la falaise car il ne lui était plus d'aucune utilité, mais lui-même se mit à bâiller et trébucher. Ah ouais, ça rigole pas du tout chez les chats, hein. Tu t'endors 5 minutes et on te jette de la falaise. Il chargea alors ses serviteurs d'amener Luthien dans la salle qui lui servait globalement de salle à manger. C'était une salle sans fenêtre, emplie d'ossements et dont l'odeur était funeste. Il n'y avait qu'une porte par laquelle elle entra et une trappe qui donnait sur les cuisines. Luthien, qui, soit dit en passant, était pétrifiée, car même si la première partie de son plan s'était plutôt bien déroulée, elle ne savait pas du tout comment retrouver Beren, et elle ne pouvait que constater le manque d'empathie de Tevildo. Au début, elle se sentit tétanisée au milieu de cette grande salle morbide, mais rapidement ses yeux s'habituèrent à l'obscurité, et elle bondit jusqu'à la trappe entrebâillée qui était un peu en hauteur pour observer ce qu'il y avait derrière. C'est là qu'elle vit Beren, crasseux de travail et courbé sous le labeur au milieu de cette grande cuisine où la plupart des autres serviteurs étaient des chats. Voyant cela, Luthien s'assit et pleura, n'osant rien faire pour le moment. La dure voix de Tevildo résonna alors dans la salle à manger tandis qu'il la cherchait. Il l'aperçut finalement collée contre le mur, perchée au niveau de la trappe, et il l'assomma de descendre, car sinon il viendrait la chercher, ne tolérant pas qu'une elfe lui demande audience pour ensuite se moquer de lui. Luthien, espérant que Beren entende sa voix, se mit donc à parler très fort et à raconter son histoire à Tevildo. Il tenta de lui imposer le silence, étant donné qu'apparemment ce qu'elle avait à dire ne pouvait même pas être chuchoté dehors. Mais elle s'imposa en disant encore plus fort qu'après tout, elle était tout de même Tinouviel, princesse elfe, et qu'elle était venue volontairement jusqu'à lui. Un grand fracas de casseroles se fit entendre dans les cuisines, et pendant que Tevildo rageait contre ce sot de serviteur elfe, Luthien sut en son cœur que Beren l'avait entendu. Mais Luthien était désormais en grand danger, et heureusement que Tevildo était curieux de savoir ce qu'elle avait à lui dire, car les chats se faisaient un plaisir de capturer s'ils le pouvaient les elfes de Thingol, considérés comme des hors-la-loi par Morgoth. Tevildo d'ailleurs se mit directement en tête de ramener cette princesse elfe à Morgoth, une fois qu'il aurait jugé de ce qu'elle avait à lui dire. Tevildo, que les sortilèges de Luthien avaient un peu embrumé, ne posa pas plus de questions à Luthien sur le pourquoi elle était perchée sur la trappe, ni sur la raison qui l'a poussée à dévoiler ainsi son identité à des êtres censés être ses ennemis. Il se contenta de lui demander ce qu'elle avait à lui dire. Luthien parla donc comme Huan le lui avait indiqué, disant que Huan gisait blessé non loin du palais de Tevildo et que là était l'occasion de se débarrasser une bonne fois pour toutes d'une telle brute, justifiant sa venue auprès de Tevildo en disant qu'alors qu'elle essayait de lui porter secours, il avait voulu la mordre, ce qui justifiait qu'on achève donc cette bête. Même si les elfes n'étaient pas habitués aux mensonges, au contraire de Morgoth et de ses serviteurs, Tevildo avait terriblement envie de croire à cette histoire. Et s'il feignit d'abord l'indifférence, il était en réalité désireux d'aller vérifier par lui-même la véracité des dires de Luthien et de pouvoir achever le terrible chien. Tevildo cuisina Luthien pour essayer de savoir où il était exactement, mais elle restait vague, car elle voyait en cette expédition sa seule chance de fuir ce palais.
Il finit cependant par appeler 2 serviteurs, dont Oikeroi, un chat féroce et guerrier, pour l'accompagner. Et voilà donc les 3 chats et Luthien dehors, à la recherche de Juan. Luthien enleva son habit magique afin de ne pas endormir les chats qu'il apportait. Sous la direction de Luthien, ils avancèrent dans la forêt et finirent par sentir l'odeur du chien. Tevildo se percha donc sur un arbre et regarda dans la direction indiquée par Luthien. Et il vit en effet Juan gisant et gémissant par terre. Il redescendit en hâte, tout excité, au point qu'il en oublia Luthien qui, effrayé désormais pour Juan, s'était caché dans des fougères. Tevildo projeta de s'approcher discrètement de Juan et de le prendre en tenaille avec ses serviteurs pour lui sauter dessus et le tuer avant même qu'il ait conscience qu'il était attaqué. Mais en se laissant la possibilité de le tourmenter et de s'amuser avec lui s'il était trop faible pour le combat. Ils mirent donc leur plan à exécution. Mais au moment où ils s'abattirent sur lui, Juan bondit tout à coup en aboyant. Il referma ses mâchoires près du cou d'Oikeroy, qui en mourut, tandis que l'autre vassal se carapata en haut d'un grand arbre. Tevildo fit donc finalement face à son ennemi, seul, ce qui clairement n'était nullement son intention première. Ouais, vas-y Yuan, mets-lui la pâtée! Arrête, y a un chat qui est mort quand même, je sais que c'est les méchants, mais c'est un chat. Juan bondit en direction de Tevildo, et ils combattirent férocement dans la clairière. Tevildo tint bon, mais finalement Juan parvint à le tenir à la gorge. Il donnait des coups de griffe dans tous les sens, jusqu'à percer l'œil de son adversaire. Juan hurla et Tevildo en profita pour échapper à sa poigne, pour bondir dans un arbre haut et lisse qui bordait la clairière. Juan, malgré sa blessure, se mit à aboyer et sauter au pied de l'arbre, tandis que Tevildo le maudissait. Juan proposa 2 choix à Tevildo. Soit il restait dans son arbre jusqu'à mourir de ses blessures, car il n'avait pas l'intention de le laisser s'échapper, soit il redescendait combattre. Mais, gentleman, il lui proposa un deal. Si Tevildo lui donnait pour rançon Luthien et Beren, qui étaient ses amis, alors il le laisserait partir sans plus de dommages. Tevildo indiqua où se trouvait Luthien, et proposa d'envoyer son vassal, qui était toujours planqué dans l'arbre, chercher Beren, qui subissait actuellement les coups de griffe du cuisinier Miaoulé. Mais Juan n'était pas dupe, et refusa, disant que son serviteur aurait vite fait de ramener toute une troupe de chats furieux. Il lui somma donc de donner un insigne à Luthien, qui irait elle-même chercher Beren, et qu'une fois que les deux seraient revenus ici, il pourrait s'en aller lécher ses plaies. Tevildo jeta donc au pied de l'arbre son collier d'or, un symbole qu'aucun chat n'aurait jamais osé déshonorer, car il savait que cet insigne, dans les mains d'une inconnue, pousserait son peuple à le chercher. Mais Juan devina la ruse et dit à Tevildo que ce n'était pas suffisant. Épuisé, affamé et terrifié, Tevildo finit par céder. Il révéla à Juan le secret des chats et le sortilège que lui avait confié Morgoth. Il s'agissait de paroles magiques qui permettaient de faire tenir les pierres de son palais entre elles, mais qui maintenaient également tout le peuple des chats sous son emprise, les emplissant d'un pouvoir bien plus maléfique que ce que leur nature leur dictait. Entendant cela, Juan rit à gorge déployée, car il savait que le règne des chats maléfiques était désormais terminé. Luthien fila donc avec le collier jusque sur la première terrasse de la demeure de Tevildo. Là, elle prononça le sortilège de sa voix claire. Le palais trembla et l'air s'emplit de voix de chats. Une armée de chats en sortit alors, mais ils étaient de toute petite taille et semblaient craindre Luthien qui agitait le collier de Tevildo devant eux en répétant certaines des paroles de Tevildo. Elle ordonna que tous les prisonniers elfes ou humains soient libérés. Mais en réalité, il n'y avait que Beren et Gimli, un autre Noldo, âgé, courbé par la servitude et rendu aveugle, mais dont l'ouïe était la plus fine de toutes. Gimli? Encore un homonyme? Heureusement que c'est une version du conte qui n'existe plus ensuite. Beren vint ainsi à Luthien, aidant Gimli à avancer. Beren avait une allure miséreuse et était totalement hagard, tenant un énorme poignard qu'il avait volé aux cuisines, ayant peur qu'un nouveau malheur lui tombe dessus. Mais lorsqu'il vit Luthien, il fut totalement ébahi et ne sut ni quoi dire, ni quoi penser. Luthien l'invita donc à la suivre, et ils repartirent comme convenu auprès de Juan. Mais aucun chat ne les suivit, car la magie de Morgoth les avait quittés. Juan tint parole et laissa partir Tevildo, même s'il n'aimait pas que ce terrible chat soit laissé en vie et en liberté. Mais Juan garda le collier d'or et le porta lui-même, ce qui finit d'achever le moral de Tevildo, car ce collier portait en lui une grande magie de force et de pouvoir. Juan garda également la fourrure d'Oikeroy, comme un trophée. Tevildo, d'ailleurs, espérait tout de même pouvoir rapidement capturer Beren et Luthien et tuer Juan, car il avait peur d'avouer son échec à Morgoth. Mais ce dernier apprit bien rapidement les nouvelles, et en plus d'être désormais petit et la proie des chiens, les chats furent bannis du royaume de Morgoth et n'eurent depuis plus aucun seigneur ni maître. Par précaution et ignorant ce qu'il allait advenir, Juan, Beren et Luthien partirent ensemble au loin, afin que Beren puisse se rétablir.
Une solide amitié lia alors Juan aux deux elfes et Lúthien se trouva aimer Beren en retour. Mais la vie sauvage était difficile, car ils ne croisèrent ni hommes ni elfes, seulement d'autres chiens qui se joignirent à eux. Lúthien commença à se languir de son royaume et surtout de sa mère. Son cœur devint lourd au point qu'elle finit par dire à ses compagnons qu'il fallait qu'elle rentre chez elle. Mais alors, c'est Beren qui fut bien malheureux, car il appréciait cette vie et savait qu'il ne pouvait revenir en Doriath sans un Silmaril. Or cette quête lui semblait totalement impossible. L'affliction les prit et ils restèrent longtemps à réfléchir, car aucun ne pouvait supporter d'être séparé de l'autre. Ils prirent donc la décision d'aller chercher un Silmaril. Lúthien alla demander conseil et aide à Juan, qui estima que c'était de la pure folie. Il céda cependant à Lúthien et accepta de lui donner la fourrure d'Oikeroi, qu'il portait toujours. Lúthien mit alors toute sa magie à l'œuvre et cousit Beren dans la fourrure pour qu'il ressemble au chat gigantesque. Elle lui apprit ensuite à se mouvoir et agir comme un chat. Il ne parvint cependant jamais à imiter les sons et Lúthien ne put allumer de lueur dans les yeux morts. Ils firent leurs adieux à Juan et aux autres chiens et partirent en direction des palais de Morgoth. Et arrivés aux abords d'Angband, la peur les saisit, mais ils gardèrent courage, et Lúthien revêtit à nouveau sa robe ensorcelée. Quand ils arrivèrent aux portes de Morgoth, le loup Carcharoth en gardait l'entrée, et s'il ne prêta pas grande attention au chat, car cette espèce avait la fâcheuse habitude de passer son temps à entrer et sortir, il s'arrêta sur Lúthien qui ne pouvait cacher son odeur d'elfe au nez du loup. Lúthien, voyant le danger, se mit à danser et à frôler de sa robe ensorcelée le loup, qui tomba profondément endormi. Beren et Lúthien purent rentrer à Angband et descendre jusqu'au trône de Morgoth. Là ensuite, peu de changements pour la suite de l'histoire, donc je vais faire vite. Beren se glissa sous le trône de Morgoth, tandis que Lúthien était interrogée par Morgoth, car il lui semblait bien qu'elle n'avait jamais mis les pieds chez lui. Elle se présenta comme Lúthien, fille de Thingol, disant qu'elle venait ici de son plein gré, ce qui parut louche à Morgoth. Il la questionna donc sur la raison de sa venue. Ce à quoi elle répondit qu'elle espérait pouvoir lui proposer ses services en tant que danseuse pour le divertir en échange d'un logis. Morgoth rit, car il n'avait pas franchement envie d'une danseuse, mais profita de l'occasion et l'invita à danser pour lui tandis qu'il imaginait quelques noirs dessins. Lúthien entama ainsi sa fameuse danse, et à force de virevolter dans son habit ensorcelé, toute la cour de Morgoth et le Vala lui-même tombèrent dans un profond sommeil. Une fois Morgoth à terre et sa couronne loin de sa tête, Lúthien cessa de danser et alla réveiller Beren, qui enleva son déguisement. Et après avoir constaté qu'il ne parviendrait pas à déplacer la couronne, il s'empara du couteau qu'il avait volé chez Tevildo pour en extraire un Silmaril. Mais lorsqu'il parvint à déloger le Silmaril, le couteau se brisa dans un bruit sec. Morgoth s'agita dans son sommeil et les deux amoureux prirent donc leurs jambes à leur cou. Mais Carcharoth les attendait à l'entrée. Beren se jeta devant Lúthien pour la protéger en brandissant le Silmaril, mais Carcharoth lui arracha la main qui tenait le joyau. Carcharoth le regretta cependant bien vite, car il sentit le Silmaril lui brûler les entrailles et il partit en hurlant au loin. Beren et Lúthien en profitèrent pour s'enfuir en courant, et chaque fois qu'il faisait une pause, Lúthien pleurait sur sa blessure et l'embrassait. L'amour et la magie de Lúthien le soignèrent et très vite il arrêta de saigner et ne sentit plus la douleur. Morgoth mit tous ses orques à leur trousse, mais grâce au manteau sombre de Lúthien, dont ils s'emmitouflèrent, ils parvinrent à avancer dans ces sombres collines sans être repérés. Le bruit de leur traque s'était répandu si loin que Juan l'entendit, et alors que l'étau des orques se resserrait sur eux, tandis qu'ils arrivaient dans les environs de Tarnufwin, Juan et ses chiens, qui s'étaient frayés un chemin parmi les orques et les serviteurs de Tevildo, à coups de crocs et de griffes, les rejoignirent. Juan trouva Beren et Lúthien assis aux abords de Nandongortheb, épuisés et désespérés. Il prit Lúthien sur son dos et ordonna à Beren de le suivre en courant. Les trois amis et la meute de chiens prirent de nombreux chemins de traverse et évitèrent de nombreux ennemis jusqu'à ce qu'ils aient finalement semé les troupes d'orques en entrant dans le Doriath. Ils se reposèrent là un temps et récupérèrent de leurs dures épreuves. Mais Beren fut une fois de plus rattrapé par son serment. Il implora Lúthien d'aller trouver refuge chez son père, sous la bonne garde de Juan, car lui ne pouvait espérer y retourner un jour n'ayant pas de Silmaril à offrir à Thingol. Mais Lúthien réitéra sa volonté de rester à ses côtés, quel que soit son destin, ce qui bien sûr faisait culpabiliser Beren. Ils discutèrent donc ensemble, et Lúthien lui assura que son père ne pouvait rester ainsi entêté face à tout ce qu'ils avaient fait. Beren accepta donc de mettre sa fierté de côté, et ils pénétrèrent dans le royaume du Doriath, accompagnés de Juan. Mais en traversant le royaume, ils se rendirent compte que ce dernier était sujet au désespoir et au tumulte. Ils interrogèrent certains habitants qui pleuraient sur leur seuil et découvrirent ainsi tous les malheurs qui s'étaient abattus sur le Doriath depuis le départ de Lúthien.
En résumé, beaucoup de guerriers qui avaient été envoyés ça et là à la recherche de Lúthien avaient été tués. Une guerre constante se tenait au nord de la frontière contre les forces de Morgoth. Daeron avait disparu, Melian s'était enfermé dans le mutisme, rendant sa magie plus ténue et moins protectrice. Et enfin, le terrible Carcharoth avait franchi les frontières du Doriath et ravagé tout sur son passage, jusque devant les portes mêmes du palais de Menegroth. Beren et Lúthien se hâtèrent donc de rentrer, et à leur vue, Thingol fondit en larmes et Melian chanta de bonheur. Il semblait alors aux elfes que maintenant que Lúthien était revenu, les temps de malheur qu'ils avaient connus pourraient enfin s'achever. La joie passée, Thingol demanda à Beren s'il avait un Silmaril pour justifier de sa présence devant lui. Lúthien, entendant cela, tapa du pied et engueula son père pour son attitude méchante et désinvolte envers Beren, qui avait tant souffert pour accomplir son serment. Tous furent étonnés du nouveau caractère intrépide de Lúthien. Mais Beren calma le jeu et dit qu'il avait bien un Silmaril dans sa main, mais qu'il ne pouvait le montrer étant donné que sa main n'était pas avec lui. Le cœur du roi tourna alors en faveur de Beren et il leur demanda de lui conter leurs aventures. Tous, Thingol le premier, s'émerveillèrent de leurs exploits et de l'amour qui les unissait. Thingol invita Beren à rester à ses côtés, mais ce dernier refusa en disant qu'il ne le ferait qu'une fois qu'il aurait récupéré le Silmaril dans le ventre de Carcharoth pour pouvoir le lui donner. Thingol, Mablung à la main lourde, un des chefs parmi les vassaux du roi, Beren et Huan se préparèrent donc à partir, à la chasse au loup. Huan menait la troupe car il était le plus à même de suivre la piste. La nuit étant tombée et Huan ayant momentanément perdu la piste près du ruisseau, ils établirent un campement et instaurèrent un tour de garde. Bon, on est vraiment obligé de revivre la mort du chien. Tandis que Beren veillait, un hurlement semblable à celui d'une myriade de loups résonna dans la forêt. À peine Beren eut-il le temps d'éveiller les autres que Carcharoth surgit au travers des broussailles en direction du ruisseau. Voyant sa proie, Huan aboya et Carcharoth changea alors sa course pour se diriger vers eux. Huan fonça sur lui, mais Carcharoth, d'un bond puissant, l'évita pour sauter sur Beren qu'il avait reconnu et considéré comme responsable de sa souffrance. Beren parvint cependant à lui planter sa lance dans la gorge, pendant que Huan lui mordait les pattes arrière. Au même moment, Thingol frappa de sa lance Carcharoth en plein cœur et le loup s'effondra mort, écrasant Beren de sa lourde carcasse. Huan vint lécher le visage ensanglanté de Beren, pendant que Thingol et Mablung firent rouler le cadavre de Carcharoth pour libérer Beren, mais également pour l'ouvrir et en extraire le Silmaril. Mablung voulut le donner au roi, mais ce dernier refusa de l'accepter s'il ne lui était pas donné par Beren en personne. Huan répondit alors que cela ne serait possible à moins qu'il se hâte de le soigner car il était gravement blessé. Un peu honteux, Thingol et Mablung se hâtèrent donc de s'occuper de Beren. Ils le lavèrent et le soignèrent, mais ce dernier resta bouche close. Le lendemain, ils le transportèrent à l'aide d'un brancard jusqu'au palais du roi. Lorsque Beren fut amenée devant Lúthien, elle s'effondra en pleurs sur lui. Il s'éveilla alors et la reconnut. Mablung put ainsi lui donner le Silmaril qu'il donna en retour à Thingol en disant « Vois, ô roi, je te donne la gemme merveilleuse que tu désirais, et ce n'est qu'une petite chose trouvée sur le bord de la route, car il fut un temps où, me semble-t-il, tu en possédais une d'une beauté inimaginable, et maintenant, elle est à moi. » Sur ces paroles, Beren mourut, et son esprit partit pour les cavernes de Mandos. Lúthien ne tarda pas à le suivre, ne tolérant pas de vivre sans lui. Mais la beauté et la grâce de Lúthien touchèrent le cœur de Mandos et il leur accorda à tous deux de se réincarner en Beleriand, ce qui ne se reproduisit plus par la suite. Mais bien sûr, Mandos ne pouvait leur assurer joie et volupté dans cette nouvelle vie, et ils seraient mortels et seraient donc amenés à bientôt revenir pour toujours dans ces halles. Ils vécurent ainsi paisibles dans les forêts du Nord, à danser ensemble. Enfin bref. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris là. Ils deviennent mortels à la manière des humains ou pas? Et je croyais que tous les elfes pouvaient se réincarner. On est sur une très vieille version de cette histoire, car elle fut écrite en 1917. À cette époque, le légendaire n'était pas celui que l'on connaît, et ce n'était que les balbutiements de la Terre du Milieu. Donc, en effet, il semble que les elfes et les humains allaient tous dans les cavernes de Mandos, et avaient donc un destin similaire, tout comme les réincarnations des elfes qui ne semblaient pas encore d'actualité, et qui en plus, au début, se faisaient au travers de nouveaux enfants. C'est bon? Je peux finir l'épisode? Oui, ok, c'est bon, c'est plus clair. Enfin bref. J'espère que cet épisode hors série particulièrement long et dense vous a plu. N'hésitez pas à suivre notre chaîne, à nous laisser des commentaires et à nous poser vos questions si vous en avez. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également vous abonner à notre chaîne ou cliquer sur le bouton merci. On se retrouve très vite pour poursuivre nos aventures en Terre du Milieu.
Na Marie, Tolkien dit-il.